bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous parlons du testament aujourd'hui dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement. Et Maurice Tantan nous demande de penser à rédiger notre testament pendant qu'il est encore temps. La rubrique participation citoyenne va nous présenter un peu les conflits liés aux successions et que faire face à ces différents conflits. La dernière rubrique changement de mentalité avec Crépin Agosso, nous allons parler de l'importance de la planification. Merci de nous rejoindre via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Voici à présent votre rubrique Loi de la République et Programme de développement. De quoi parle-t-on lorsqu'on s'intéresse dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement de testament? Je vous laisse suivre le contenu de la rédaction de l'équipe juridique de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Loi de la République et Programme de développement. Le testament. Qu'est-ce qu'un testament? Selon l'article 830 de la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, le testament est un acte unilatéral par lequel le testateur dispose pour le temps où il ne sera plus de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer. Quels sont les types de testaments reconnus par la loi? Le droit béninois reconnaît 3 types de testaments. Le plus courant est le testament holographe, c'est-à-dire celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament holographe peut être déposé entre les mains d'un tiers et en particulier chez un notaire ou un greffe d'un tribunal. Le testament par acte public est celui qui est reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins. Le testament par acte public est aussi celui qui peut être reçu par un juge. Le testament mystique est celui que le testateur remet au notaire en présence de 2 témoins sous forme de papier clos, cacheté et scellé en déclarant que ce papier, signé de lui, mais écrit par lui ou un autre, et dans ce cas, vérifié par lui, contient ses volontés testamentaires. Qui peut écrire un testament? Le testament peut être écrit par le testateur lui-même, par le notaire ou par une tierce personne. Lorsque le testateur n'écrit pas le testament lui-même, il fait connaître ses dernières volontés à la personne qui écrit le testament. Cette personne doit se conformer aux volontés du testateur. Dans tous les cas, pour être valable, le testament est signé par le testateur, l'officier public ou le juge et éventuellement des témoins, le tout en présence du testateur. Comment bien écrire son testament? Pour s'assurer de rédiger son testament comme il le faut, il est conseillé de s'adresser à un spécialiste, notamment un officier public notaire. À partir de quel moment le testament produit des effets? Le testament prend effet au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire le jour de décès du testateur. Quelle est la durée de validité du testament? La durée de validité du testament est illimitée. Il peut être écrit à tout moment de la vie du testateur. Lorsqu'il est déjà écrit, le testateur peut à tout moment revenir sur sa volonté et refaire son testament tant qu'il est en vie. Dans quelles conditions un testament peut être révoqué, caduc ou nul? Le testament peut être révoqué lorsqu'il contient des ratures, bifages ou encore lorsqu'il est déchiré, etc. Le testament est caduc lorsque le bénéficiaire ne survit pas au testateur ou encore
lorsque le bénéficiaire refuse le legs, etc. Le testament est nul lorsque le legs est assorti d'une condition ou d'une charge contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. Où se procurer les tests et lois sur le testament en République du Bénin? Le testament facilite la liquidation de la succession du testateur. Toute personne désireuse d'en savoir davantage sur le testament peut se référer à la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille disponible dans les librairies et en téléchargement gratuit à l'adresse www.sgg.gouv.bg. Un nouveau type de citoyen connaît les tests et lois sur le testament en République du Bénin. Yasmine Damanta, Wissam Koudous Nfa, Frédéric Sodegla, nous remercions toute l'équipe juridique de la rubrique Loi de la République et Programme de développement. Vous savez donc, mesdames et messieurs, les différents types de testaments qui sont reconnus par la loi, la durée de validité du testament et surtout quelles sont les conditions pour qu'un testament soit révoqué, caduc ou nul. À présent, nous retrouvons notre chroniqueur maison, Maurice Tantan. Parlant toujours de testament, Maurice Tantan, dans sa chronique de ce soir, va nous donner 5 raisons de rédiger notre testament. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le propos de notre chronique de ce soir est assez simple, comme vous l'avez annoncé. 5 raisons pour, qui doivent nous pousser à impérativement rédiger notre testament. Le propos ici n'est pas de parler des conditions dans lesquelles le testament est valide, mais il s'agit plutôt d'insister sur son importance et son intérêt pour nous en tant qu'humains. C'est vrai que quand on parle de testament, on parle naturellement de mort, de décès et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder, qu'on n'aime pas évoquer, mais pourtant il faut le faire parce que un jour ou l'autre, nous sommes tous appelés à disparaître de ce monde à partir du moment où on est déjà né. Donc, on finira par mourir et il vaut mieux commencer par préparer sa mort. Et justement, avant d'arriver aux 5 raisons de rédiger son testament, lorsque je préparais cette chronique, j'ai eu assez à 2 éléments que j'aimerais partager avec vous et avec nos amis téléspectateurs avant d'en arriver aux 5 raisons. Le premier élément, c'est un poème, c'est l'extrait d'un poème rédigé par le chef amérindien, chef Tecumseh, qui est un chef amérindien de la tribu des Chouanos. Et je cite ce poème, il dit: « Prépare un noble chant du cygne pour le jour où tu passeras dans l'au-delà. Quand vient l'heure de mourir, ne sois pas comme ceux dont le cœur est rempli par la peur de la mort, qui, lorsque leur heure arrive, pleurent et prient pour avoir un peu plus de temps afin de revivre leur vie de façon différente. Chante ton chant du cygne et meurs héroïquement, tu rentres chez toi. » Alors, à travers cet extrait, ou bien l'extrait de ce poème, le chef Tecumseh semble nous dire que la mort se prépare et qu'il ne faut pas attendre qu'elle nous surprenne, car de toute façon, elle finira par nous surprendre. Et il se dit, c'est certainement parce que nous ressentons aussi le besoin de vivre éternellement qu'on évite parfois de penser à la mort. Même personne ne vit éternellement, justement. Le deuxième élément que je souhaiterais partager avec vous avant d'en arriver aux 5 questions, c'est que lorsque je préparais cette chronique, j'ai posé la question à quelques personnes, à savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'il se passe après leur décès. J'ai retenu 2 réponses. La première réponse est que l'harmonie demeure entre mes enfants, et la seconde, je ne regrette rien. Alors, je trouve que c'est des réponses assez évocatrices,
des souhaits que l'on veut qui se réalisent après notre décès. Mais il faut quand même être lucide et réaliste et pour savoir que si on veut que ces souhaits-là, ces vœux se réalisent, il faut les préparer effectivement pour que après ne soit pas un désastre. Ça me permet d'enchaîner avec donc les 5 raisons. La première raison de rédiger son testament, c'est pour décider vous-même qui obtient quoi et ne pas confier cette tâche à n'importe qui. Parce que, comme je l'ai dit dans la définition du dictionnaire, c'est que le testament est un acte par lequel vous exprimez vos dernières volontés et vous disposez de vos biens. Donc, ça vous permet de dire clairement qui va obtenir quoi de vos biens. Et si vous ne le faites pas, même comment il va gérer. Évidemment. Et donc, si vous ne le faites pas, vous imaginez, c'est un quidam, bien n'importe qui peut hériter de cette tâche-là. Parfois, peut ne pas être la personne la mieux qualifiée pour le faire. La deuxième raison, c'est pour choisir la personne qui s'occupera de vos affaires personnelles. Lorsqu'on est vivant, on a forcément des choses qui sont propres à nous, qu'on ne partage pas avec d'autres personnes. Le contenu de votre téléphone portable, vos mails, vos affaires personnelles qui sont à la maison. Vous avez peut-être vos comptes bancaires. Vos comptes bancaires, voilà. Merci. Il y a un certain nombre de choses qui sont personnelles à vous. Et après votre décès, vous avez envie que ça ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Donc, le testament va vous permettre de choisir avec précision la personne qui va avoir accès à ces données personnelles, si je peux m'exprimer ici, ces affaires personnelles et continuer à les gérer comme vous l'auriez souhaité. En troisième lieu, il y a que le testament va permettre de subvenir aux besoins de votre famille en laissant des directives assez précises sur la façon dont vos biens seront distribués, votre pension, un certain nombre de choses pour protéger votre famille. Donc, si je ne vous arrête pas, si il doit y avoir harmonie après votre décès, que vous ne regrettez rien, c'est que vous devez prendre les dispositions. Cela n'engage que vous. Oui, c'est votre responsabilité personnelle et individuelle. Quatrième élément, pour subvenir aux besoins d'autres personnes qui comptent pour vous. Parfois, vous avez dans votre environnement des gens qui ne sont pas forcément de votre famille, mais qui ont une importance particulière à vos yeux, pour lesquels vous avez une affection particulière, ou bien qui vous ont rendu un tel service, parfois à l'insu de votre propre famille, et vous avez envie de leur donner quelque chose, ou bien de leur laisser un message fort à travers la façon dont vos biens seront, dispatchés, distribués après votre décès. Ça, par exemple, c'est un élément important. Et enfin, je n'ai cité que 5 raisons, mais on peut en trouver d'autres. Enfin, le testament va éviter donc, les conflits familiaux et assurer la pérennité de votre entreprise. On est aussi témoin d'entreprises familiales qui chutent, qui font faillite après le décès du patriarche, donc de la personne qui est à l'origine, parce qu'il n'a pas organisé de façon, disons, claire et précise la façon dont l'entreprise va continuer à être gérée, et les enfants ou les personnes qui en ont hérité n'en ont pas fait le bon ou bien le meilleur management qu'il soit. Alors qu'à travers un testament, il aurait pu mettre un certain nombre de garde-fous, il aurait pu assurer qu'un certain nombre de règles soient respectées dans le management de cette entreprise. Évidemment, je parle également des conflits familiaux qui peuvent naître à la suite d'un décès, lorsque la façon dont l'après-décès n'est pas bien organisé par la personne concernée en premier lieu. Effectivement, nous allons poursuivre nos échanges sur le testament et précisément dans la rubrique participation citoyenne, nous parlons des conflits successoriaux. Alors, nous parlons des conflits de succession dans la rubrique participation citoyenne et nous avons entendu notre micro, comme d'habitude, aux citoyens de la ville de Cotonou qui déjà, pour une première question, ont répondu. Est-ce qu'il faut respecter les dernières volontés d'un défunt? Suivez-les. Je dirais que oui, parce que le défunt, je ne sais pas, il a observé dans sa vie. Donc, il sait pourquoi est-ce qu'il a fait ci, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Nous, on n'était pas à sa place, donc ce n'est pas à nous de dire
oui, bon, il a fait ci, mais il a donné tel truc à telle personne et ça ne correspond pas, moi je devais avoir plus. C'est parce qu'il sait peut-être, bon, je suppose, hein, parce qu'il sait ce que chacun mérite d'avoir au fait. Lorsque le défunt laisse ses paroles, on est obligé de poursuivre parce que parfois on voit des gens, bon, ils mettent des choses, bon, nous sommes dans le monde surnaturel peut-être, ils mettent des choses avant de pouvoir laisser la place à eux, ils donnent des choses, ils donnent des instructions. Donc si vous ne respectez pas, vous risquez de prendre des conséquences qui sont suivies. Je pense que oui, parce que le défunt, il sait très bien pourquoi il a partagé ses biens comme ça. Et s'il laisse ça aux gens, bon, à ses enfants ou à toute la famille, il y aura toujours des problèmes de partage entre les gens. Voilà donc à leur avis, lorsqu'on leur a demandé faut-il respecter les dernières volontés d'un défunt. Nous avons sur ce plateau notre spécialiste Anicette Kodia pour nous aider à régler un peu les problèmes de succession. Alors, Anicette, bonsoir. Bonsoir, Madame Danondé. Merci d'être encore avec nous ce soir. C'est un plaisir. Alors, lorsqu'on parle de conflit de succession, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà, qu'entend-on par conflit de succession? Alors, d'abord, oui, la succession est la transmission ou la dévolution des biens matériels d'une personne décédée. Dans un second sens, la succession prendra la connotation du patrimoine transmis, c'est-à-dire de l'actif et du passif de la personne décédée ou du décujus. La principale condition d'ouverture de la succession est le décès, quoi qu'on puisse noter deux autres conditions secondaires que sont la disparition et l'absence. Venons-en à présent au conflit de succession. Les conflits de succession sont en réalité des mésententes ou des situations de discorde qui naissent entre des personnes qu'on appelle successibles dans un jargon juridique d'une même famille et qui ne s'entendent pas en raison de la répartition faite ou non par le défunt lui-même de ses biens avant son décès. Dans la pratique, vous allez constater que les conflits de succession prennent une ampleur suffisamment importante au point d'amener à la destruction à tout jamais des familles. Or, les dispositions légales en la matière prévoient que le testament doit être interprété en cas de doute conformément à la volonté du testateur telle qu'elle résulte du testament ou des conditions ou les circonstances y afférentes. Ah ben, finalement, que faire pour régler le problème? Il existe plusieurs moyens pour régler le problème des conflits de succession. Mais prioritairement, il faut penser, n'est-ce pas, à faire établir son testament assez tôt. C'est d'ailleurs le plus sûr moyen d'éviter les conflits de succession et par ricochet, d'éviter à ses descendants de ne pas respecter ses dernières volontés après son décès. Et ce qu'il faut faire par la suite, parce que je parie que vous me poserez la question, c'est que dans le cas où nous nous retrouvons avec un décès où le défunt ou le décujus n'a pas eu à établir son testament avant son décès, les personnes successibles ont la possibilité de saisir le président du tribunal du lieu, c'est-à-dire du dernier domicile du défunt, afin que celui-ci puisse saisir le juge compétent et procède à ce que nous appelons la licitation partage. D'accord. Avant de poursuivre, je veux bien qu'on redonne le micro aux citoyens pour avoir un peu à leur niveau. Vous avez commencé par en parler en tant qu'experte en la matière, mais selon eux, comment est-ce qu'ils arrivent à régler les problèmes, les conflits de succession? Alors, que faites-vous, mesdames et messieurs, chers citoyens interviewés par Espérancia et Wissam, face aux conflits de succession? Le tribunal, bon, je trouve que c'est tout. On amène le testament et puis genre, on met tout le monde là et le tribunal va décider. Parce que si c'est algérien entre nous, c'est cruel, on se fait du mal pour rien en fait. C'est mieux de laisser la justice faire ça. Face à cette conflit, bon, moi généralement, bon, mon père n'a pas beaucoup d'argent pour dire que quelqu'un veut suicider, c'est qu'il a. Bon, si ça arrive, bon, je me décale, moi, oui, et je laisse faire. Ces conflits doivent être gérés au tribunal parce qu'en Afrique, on se connaît très bien. Les gens vont trop vite chez les marabouts. Voilà, c'est les propositions qu'ils ont eu à faire pour régler les conflits de succession. Ben, pour vous, Anicette Kodia, quelle est l'importance d'un testament?
L'importance du testament est d'éviter qu'il y ait un bruit après son décès, qu'il y ait une discorde qui naisse entre ses enfants après son départ. D'accord. Et il est souvent remarqué que parfois, même en présence du testament, malgré l'existence du testament, des conflits naissent absolument. Ben voilà. Face à ce cas, que faire pour éviter de tels conflits? Alors, en tant que citoyen NTC? Absolument, en tant que citoyen NTC, lorsqu'il y a déjà un testament et que certaines des personnes susceptibles ou certaines des personnes susceptibles estiment que le testament n'est pas appliqué, cette personne-là peut encore une fois saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse procéder à ce que nous appelons le partage successoral par voie testamentaire. Et il peut y arriver un autre cas dans lequel le testament existe, mais que certaines personnes, parmi les personnes susceptibles, estiment que ce testament-là n'est pas valide. Effectivement. Dans ce cas, elles ont toujours la possibilité de saisir le juge afin, bien sûr, de saisir le juge pour l'annulation en tout ou partie. L'annulation du testament? Oui, le testament ne coûte peut-être, mais c'est souvent dans la tranche de 100 à 150 000 auprès des cabinets de notaires. Et c'est toujours mieux de faire cet exercice-là de son vivant plutôt que de partir et de voir sa progéniture se diviser à cause des biens matériels. Effectivement. Donc vous avez l'information, mesdames et messieurs. Vous qui peut-être pensez déjà à rédiger votre testament, entre 100 000 et 200 000, vous pouvez contacter un cabinet de notaire parce que ce sont eux qui sont experts en la matière. Vous ne pouvez pas rédiger et puis dire c'est bon, j'ai mon testament. Non, ça doit être assermenté, je dirais, par un notaire. Donc, faites désormais le geste qu'il faut pour éviter les dégâts, les nombreux dégâts. Il faut qu'on évite ces genres de situations. Merci beaucoup, notre spécialiste en participation citoyenne. C'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Pensez à rédiger votre testament pendant qu'il est encore temps pour éviter les dégâts. Nous sommes avec Crépin Agossou, expert en changement de mentalité, pour parler de l'importance de la planification. Oui, on en parlera également dans le testament. Il faut planifier son départ de cette terre. Alors, Crépin Agossou, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Heureuse, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce soir. Le plaisir est partagé. Vous avez déjà rédigé votre testament, pas bien pour sûr. dire qu'il est Bon. temps. Ah, bien sûr. J'ai déjà commencé à préparer les choses les plus importantes. Ah ben ça, c'est un exemple à suivre. Merci. Parce qu'on ne sait jamais l'heure, comme Exactement. on le dit. Alors, lorsqu'on parle de l'importance de la planification, que retenir? Merci Heureuse. Il est bien vrai que nous sommes nombreux à savoir qu'il est important de planifier nos tâches, mais nous sommes peu nombreux à mettre cette chose réellement en pratique. Oui. En effet, lorsque nous sommes conduits par un plan, ce plan nous donne la force pour pouvoir réfléchir profondément et préparer les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir accomplir tout ce qui y est écrit dans ce plan. Par contre, lorsque nous travaillons sans un plan, finalement, nous réfléchissons dans tous les sens. Et nous sommes embrouillés, je dirais, nous sommes envahis par une forêt de tâches, permettez-moi cette expression, et finalement, nous ne nous retrouvons pratiquement plus. Donc, la planification, elle est vraiment importante. Et les personnes qui connaissent l'importance de la planification, on peut les identifier à travers certains points que j'ai envie de partager librement. Par exemple, ceux qui planifient sont des personnes qui adoptent le principe de « fais-le en même temps ». Il ne faut pas procrastiner. Merci. Parce que ceux qui ne planifient pas, je les appellerai tout simplement les rois de la procrastination. Les rois, carrément. Oui, parce que tous les jours, ils ne font que reporter toutes choses à demain et finalement, ils n'arrivent pratiquement à réaliser aucune chose. Donc, ceux-là qui se donnent à l'activité de planifier les tâches journalières, les tâches au quotidien, ces personnes facilement n'attendent pas la dernière minute avant de commencer par courir pour accomplir ou bien pour... je dirais accomplir des tâches dans la précipitation. Exactement. Le second point par lequel on peut les identifier, c'est qu'ils sont des personnes épanouies. Du fait qu'ils arrangent bien leur agenda, cela
leur permet de gagner du temps et de se divertir. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, dans notre langage, on entend souvent « j'ai pas le temps, je suis très occupé », mais je vous dirais tout simplement qu'en réalité, nous avons le temps. C'est parce que nous ne planifions pas bien, nous ne mettons pas de l'ordre dans nos tâches que finalement nous attendons la dernière minute et nous ne faisons que parler de « j'ai pas le temps, je suis très occupé ». Or si les 24 heures que nous avons en une journée, nous ordonnons, nous planifions chaque tâche à une heure précise, finalement nous allons nous voir réaliser les tâches que nous nous sommes données dans la journée sans avoir de soucis, et un peu de temps encore restera pour pouvoir nous divertir. Le troisième point par lequel on peut identifier ces personnes qui aiment la planification, c'est le succès. Ce sont des gens qui réussissent souvent quand ils entreprennent. Que cela soit des entreprises, des familles, quel que soit, vous êtes dans une société. Lorsque vous aimez planifier, on sent toujours des résultats différents parce que ces personnes finissent toujours en accomplissant de belles choses. Par contre, celui qui ne planifie pas, il parle toujours de « j'ai pas le temps » et finalement, il ne fait pratiquement rien. Ou il fait les choses dans la précipitation. Merci. Or, dans la planification, la planification nous permet, je dirais, de mettre la différence entre les tâches les plus importantes et urgentes et celles qui ne sont pas peut-être importantes et urgentes. Exactement. Quelquefois, il nous arrive d'investir tout notre argent, je dis, ou bien notre économie ou tout notre temps dans des tâches qui ne sont pas en réalité des tâches urgentes ou bien des tâches importantes, et finalement, celles qui sont importantes, nous les laissons non accomplies. C'est tout simplement pour dire, lorsque nous ne planifions pas, lorsque nous ne mettons pas l'ordre dans les tâches que nous accomplissons au jour le jour, finalement, nous nous retrouvons à répéter les mêmes erreurs et à procrastiner également, à ne pas avancer parce que nous n'accomplissons pratiquement rien. J'aimerais donner cet exemple que j'aime beaucoup. Quand nous considérons le PAG, je vais bien parler bien du programme d'action du gouvernement. Quand je vois ce document, ça nous permet de connaître la direction dans laquelle va notre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement veut réaliser? Quel travail il veut faire? Cette planification permet au gouvernement d'être focalisé sur les tâches qui sont énumérées. Vous voyez déjà combien de fois c'est important. Et vous voyez tout ce que le gouvernement actuel est en train de faire pour rendre notre pays beaucoup plus attrayant. Et je pense même qu'avec ce PAG-là, tout citoyen, quand il prend le PAG ainsi, il peut déjà s'imaginer à quoi ressemble le Bénin dans je ne sais pas combien d'années. Oui, c'est ça. Celui qui planifie également ses tâches peut avoir cette même vision. Dans tel nombre d'années, grâce à cette planification, je peux atteindre tel genre de tel niveau ou bien telle chose. Mais celui qui ne planifie pas, c'est vrai, il a des idées, il a des projets, mais il tourne en rond et finalement, il n'accomplit pratiquement rien. Et je crois bien que le PAG doit devenir un exemple que tous les nouveaux types de citoyens doivent copier, c'est-à-dire planifier toutes choses, savoir dans quelle direction marcher ou bien dans quelle direction orienter, que cela soit nos économies, que cela soit nos pensées, que cela soit notre temps. Nous devons tout planifier afin de ne pas perdre inutilement le temps sans rien faire, je dirais bien sans rien faire. Et pour rejoindre les autres rubriques, je parlerai de la rédaction du testament. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas important. Or, c'est une planification très importante. Lorsque vous rédigez votre testament, sincèrement, c'est pour éviter beaucoup de conflits après votre décès. Donc, j'invite déjà les citoyens à commencer par penser à la rédaction de leur testament afin d'éviter, je dirais tout simplement, les conflits qui naissent après leur décès. Donc, la planification des tâches, elle est vraiment, vraiment importante et j'invite tous les nouveaux types de citoyens à se donner à l'exercice. C'est vrai, il y a certaines personnes qui l'ont essayé et qui ont échoué et qui sont découragées, mais sincèrement, je les encourage à recommencer encore et à essayer de planifier chaque jour leur moi, j'appellerais ça leur programme d'action quotidienne. Exactement, merci. Ça, je pense que cette expression tombe bien, madame. Merci beaucoup, Crépin Agossou, pour votre intervention. Il nous faut tout planifier et même planifier notre départ de cette terre. Mesdames et messieurs,
L'essentiel a été dit à travers ces 4 rubriques consacrées, entre autres, au testament, la rédaction du testament, les conflits de succession et la planification dans tous les aspects de notre vie. Et nous allons vous remercier pour l'attention chaque fois renouvelée. On se dit à très bientôt, à jeudi prochain.